Ça fait un peu artiste. Voilà, on n'a pas l'habitude de ça, donc on est un peu intimidé, mais on est super content. Hervé et Stéphane, première question, on vous l'a posée tout à l'heure, mais je la pose pour tout le monde. Tout simplement, comment allez-vous? Dites-nous à tous comment vous allez. Bien, bah, pour ma part, j'ai eu quelques petits problèmes de santé, mais ça va mieux. Je sais pas, les miracles d'une bactérie qui part, qui revient, mais bon. Voilà, non, mais ça va, on avait un moral d'acier. Stéphane, c'est vraiment un mec très costaud. Bon, moi ça va aussi, je crois que je suis pas trop. Je lui retourne le ça va dans compliment. la tête. Donc voilà, de toute façon, il fallait être super solide, super costaud. Il fallait bien structurer son temps, pas partir comment dire, dans l'ennui, dans le désespoir. On partira jamais. Non. Pour ça, on s'est bien accroché et aussi bien aidé par notre traducteur Reza, qui est lui à Kaboul avec sa famille. On va parler de toute votre détention, les 18 mois. Simplement, Moi, je vais dites-nous. bien aussi. Ah, allez-y, Stéphane. Je vais très bien, bon moral, on a bien tenu le coup, on savait que l'issue allait être favorable, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais on pouvait tenir encore. Donc on va très bien. Non, mais j'ai l'impression qu'il voulait pas revenir. La cuisine était trop bonne. Est-ce que vous pouvez... Jamais on présentait quelque chose d'important pour eux et jamais on a été menacé, pas maltraité. C'est surtout les conditions de vie qui ont été très difficiles. Ce qu'on peut dire de la détention, c'est que bon, on n'a pas été menacé, mais on casse pas la tirelire non plus. Hein, donc on représente quelque chose, autrement ils nous prennent pas en otage. On n'a pas été maltraité, on n'a pas été frappé, on n'a pas été attaché. Ça a pu arriver à des otages. En même temps, les conditions de vie, c'est enfermé, 23h45 sur 24, hein, 2 sorties pour aller aux toilettes à l'aube et le soir. Et puis une nourriture pas spéciale otage, mais une nourriture spéciale montagne afghane, c'est-à-dire très peu à manger, toujours la même chose. Mine de rien, quand on n'a rien à faire, parfois on se raccroche un peu à la nourriture. Là, c'était pas du tout le cas, c'était même extrêmement pénible. Ça paraît bête, hein, la nourriture, mais c'est vital, c'est vital. Donc il y a ça. Et puis surtout, enfin. Non, le décompte et le compte, c'est toi, hein, c'est ta phrase. C'est ma phrase, mais tu peux la dire. Non, vas-y, non, parce qu'elle est bonne. Non, je t'en prie, maintenant tu vas là. Vas-y. Non, mais Stéphane a un jour dit la grande différence entre nous et des prisonniers classiques, c'est qu'un prisonnier décompte les jours jusqu'à la fin de la peine, et nous, on les compte, mais on ne sait pas quand ça se termine, quoi. Donc c'est ça. Et il y a eu plusieurs fois où on s'est vraiment dit, c'est bon, je crois que on va bientôt sortir, et apparemment ça a échoué, et ça a échoué plusieurs fois, 3 ou 4 fois. Comment s'est passée votre libération? Quand est-ce que vous avez compris que vous alliez être libéré? Et est-ce que vous y avez cru dès ce moment-là? Vas-y. On était dans une maison, on a commencé à bouger d'une maison qu'on était précédemment, et là on nous a dit que les négociations étaient finies. Et on a fait une grande marche il y a 2 jours pour rejoindre la vallée principale. Et là, on s'est dit qu'on tenait le bon bout. Et là, on a su vraiment qu'on était libérés, c'est quand ils nous ont donné notre habit immaculé blanc et qu'ils nous ont mis dans la voiture et qu'on est parti rejoindre la base de Tagab. Et psychologiquement, le moment de soulagement pour vous, ça a été quand? À quel moment exactement? Quand on est arrivé dans la base de Tagab. Tant qu'on n'est pas dans la base française, tant qu'on est encore à l'extérieur, tant qu'il y a un danger, d'ailleurs il y a un des accompagnateurs afghans qui était assez stressé parce que tout est instable dans la région, tant qu'on n'a pas les 2 pieds dans la base, tout peut encore se passer, quoi. Et c'est vrai que ça nous a été confirmé. Et donc c'était hier, 17h heure locale, ça fait à peu près 14h30 ici, quoi. Racontez-nous les dernières heures, l'ambassade de France et puis les retrouvailles ici, même si évidemment on respecte tout à fait la discrétion que vous avez souhaitée par rapport aux retrouvailles avec la famille. Les dernières heures, on s'est dit, est-ce que c'est encore une fois un espoir qui va être déçu dans quelques temps ou pas? Et puis on est arrivé dans une belle maison, c'était vraiment la première fois, on s'est dit tiens il y a quelque chose qui bouge, et ça faisait quand même 15 mois qu'il nous parlait, le jour de la libération on va vous offrir donc l'habit traditionnel blanc. Le blanc c'est la couleur des talibans, excusez-moi Élise.
Et donc, on s'est dit, ils y tenaient parce que bon, il y a tout un code, il y a tout un rituel qui leur appartient. Et on s'est dit, là, normalement, ça devrait passer. Mais encore une fois, tant qu'on n'est pas dans la base, et en l'occurrence, là, c'était la base de Tagab, on n'est pas sûr à 100%, quoi. Oui, parce que on avait une radio. Enfin, on a été séparés au bout de 3 mois. Ils nous ont donné une radio chacun. Et Hervé recevait la BBC, moi je recevais RFI de temps en temps. Donc on était bon an mal an au courant de ce qui se passait, de la mobilisation, des messages d'RFI le jeudi qu'on recevait. Donc pour nous c'était assez important, voire même très important, ce petit lien qui nous reliait à quelque chose, parce qu'on vit quand même dans une bulle de non-vie. Et cette radio, ces nouvelles, ça nous faisait chaud au cœur, oui. Moi, j'étais 8 mois seul, du 13 avril au 13 décembre 2010. Je ne recevais pas RFI, parce que j'étais dans un endroit où on ne recevait pas RFI qui émettait qu'en FM dans le coin, mais je recevais la BBC. En revanche, la BBC a une politique, pas un mot sur les otages, apparemment, tant qu'ils ne sont pas libérés. Même les otages britanniques, d'ailleurs. Donc, moi, j'avais aucune nouvelle. Donc, je ne savais vraiment pas ce qui se passait jusqu'au 13 décembre, sauf que Stéphane a pu me faire parvenir un petit mot de quelques lignes, comme quoi il y avait une grande soirée de mobilisation le 25 octobre dernier au Zénith. Et là, je me suis dit, bon, il y a vraiment du monde derrière nous. Je me suis même dit, c'est complètement dingue, quoi. Au Zénith, et si on reste encore 6 mois de plus, ça va être le Stade de France ou... Non, mais franchement, quoi. Et ça me semblait presque disproportionné, parce que, bon, ok, d'accord, on était pris en otage. Il y a d'autres otages dans le monde encore aujourd'hui, des Français, des autres. Je voudrais juste dire un truc, parce que ça fait vraiment des semaines que j'y pense. Des otages, il y en a beaucoup dans le monde. Et j'ai vraiment une pensée très émue pour ceux qui sont otages et pour ceux qui ont été abattus aussi. Dans des opérations qui n'ont pas fonctionné, mais ces opérations devaient être faites. Il y a eu des Français, il y a eu une Britannique en Afghanistan. Et franchement, tant qu'on n'a pas été otage, oui, otage, c'est ok, d'accord, c'est compliqué, c'est difficile à vivre. Mais là, j'ai vraiment une pensée pour eux, pour leur famille, parce que nous, c'est fini. C'est bon, on est libérés. Eux, ça continue. Et là, c'est complètement fini. Mais j'ai vraiment une pensée très émue pour eux. Quel a été votre... Quels ont été vos rapports avec les preneurs d'otages? Quels étaient vos rapports au quotidien? On a eu des rapports qui étaient des rapports, je dirais, souvent intéressants. C'est-à-dire, c'est pas... Bon, moi, quand j'étais 8 mois seul, c'était très limité, parce que j'avais ma liste de 50 mots d'Ari, donc la langue locale, quelques mots de Pachtou, parce qu'on parle les deux langues. Je suis pas très bon en Dari, je suis pas très bon en Pachtou. Mais quand on était avec notre traducteur, c'est-à-dire pour moi une dizaine de mois et pour Stéphane plus longtemps, c'est vrai que par notre traducteur, on a eu des discussions parfois intéressantes avec nos preneurs d'otages. Qu'est-ce qui vous motive, pourquoi vous faites ça, mais aussi d'autres choses, de la vie quotidienne, des rapports hommes-femmes, des choses, mais j'imaginais même pas poser ça à un taliban, quoi, à un taleb. Mais oui, mais en même temps, chez nos preneurs d'otages, et chez les talibans en particulier, comment dire, il y a une vraie culture du mensonge. C'est-à-dire qu'on nous dit des choses, mais on sait qu'on est otage. Ils savent qu'on est otage. Donc parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Faire la part des choses du vrai et du faux. Je ne parle pas de la vie quotidienne, etc. Quoique, ça rentre en ligne de compte. Mais évidemment, sur les négociations, dès qu'on pouvait, on en reparlait, pas tous les jours, parce que est-ce qu'ils savaient des choses, est-ce qu'ils ne savaient pas des choses? En fait, ils ne savaient pas grand-chose, mais nous, on s'est raccrochés à tout ce qu'on pouvait. Aussi les opérations dans le coin, parce que de temps en temps, on entendait des bruits d'obus de mortier, des bruits de mitrailleuses, etc. On se dit, qu'est-ce qui se passe? On nous racontait des trucs parfois vrais, parfois hallucinants. Un hélicoptère abattu, qui n'a pas du tout été abattu, américain, 80 morts dans l'hélicoptère. C'est quand même le plus gros hélicoptère jamais vu au monde. Bon, ça va, c'est des choses, on arrive à discerner. Mais parfois, c'est beaucoup plus subtil. J'avais beaucoup entendu parler dans les années 70-80, comment dire, la difficulté entre la culture occidentale et la culture orientale, de compréhension. Là, on l'a vécu au sens plein du terme. C'est pas évident de comprendre, de se comprendre et de voir les choses de la même manière.
Oui, la présence française, leur seule revendication, leur revendication première, le départ de tous les étrangers d'Afghanistan. Vos journées ressemblaient à quoi concrètement? Rien. Non, le principe, c'est d'essayer de rythmer les journées, bien sûr, de s'occuper. Donc, il y avait les programmes de la radio, on essayait de s'entretenir physiquement et de discuter, de tenir le coup comme ça. Mais c'est des journées parfois très longues, parfois très courtes, mais c'est assez terrible. Il dit rien, il faisait quand même, dans les bons jours, 3 heures de culture physique par jour. Je dis, mais arrête, les Jeux Olympiques, c'est dans un an, c'est bon, tu vas être prêt, quoi. Non, tu vas être très bien pour la sortie médiatique. Moi, j'en faisais 45 minutes par jour, parce que franchement, ça paraît tout bête. On a commencé dès le deuxième jour. Faire de l'exercice, même dans une pièce qui fait 10 mètres carrés, c'est évacuer du stress, quoi. Parce que quand toute la journée on est enfermé, qu'on ne voit même pas à travers la fenêtre, parce que la fenêtre est barrée soit par un rideau opaque, soit par une feuille de plastique complètement translucide, mais on voit rien à travers, parce qu'il y avait grosse parano des talibans, qu'ils soient repérés par les gens du village, qui ne sont pas tous talibans, loin s'en faut, et que après ça parle très vite dans le village, et ils avaient peur qu'évidemment on soit repéré, et par des espions, parce que ça existe, et par la police locale, même si elle n'est pas là, mais ça se sait très vite. Donc on nous mettait dans une espèce de cocon absolument opaque. Et donc voilà. Mais cela dit, il dit rien. Moi, je trouve qu'on essayait quand même de s'organiser, quoi, de rythmer notre temps. Moi, j'ai beaucoup écrit. Ils m'ont tout piqué. 500 feuillets. Donc je faisais mon journal de bord. Mais bon, en même temps, ça... D'abord, je lui mettais mes émotions, ce que je faisais, etc. De temps en temps, je lui lisais. Mais bon, je savais qu'à terme, de toute façon, ça passerait pas la fouille, un tas de feuilles comme ça. Et ça, ils voulaient pas que ça sorte, quoi. Bon, ils comprenaient rien, c'était en français, mais peu importe, quoi. Ils étaient quand même très, 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 très soucieux que rien ne sorte de documents écrits ou quoi que ce soit, même si c'était la vie courante banale d'un otage, si on peut dire. Voilà, quoi. En tout cas, on ne se réjouissait pas pendant les repas, ça je peux vous le dire. Une dernière question, une dernière question s'il vous plaît. Ensuite, il faudra qu'Hervé et Stéphane soient transférés dans un hôpital pour un check-up de santé. Transférés, on va pas nous torturer, j'espère. Non. Les espoirs déçus, on était séparés à cette époque. Moi, j'ai eu un espoir en septembre dernier parce qu'on m'a déplacé d'une maison, on m'a rapproché de la vallée principale et on m'a dit que les négociations allaient très bien, que c'était proche de la fin et rien ne s'est passé. Donc après, on s'habitue parce que sur chaque maison, ils nous disaient qu'on allait être libérés très tôt et à la fin, on n'y croit plus. Donc les espoirs déçus, on connaît et on s'y habitue. Moi, mon espoir déçu, le principal, ça a été le 11 décembre dernier, quand mon geôlier, qui m'avait donc gardé pendant 5 mois et 19 jours, 172 jours exactement, parce que je comptais les jours évidemment, il m'a dit dans 3 jours, toi, Stéphane, Reza, hop, ensemble, dans un avion, et vous partez à Paris. Donc 3 jours, 14 décembre, on est le 30 juin. Bien sûr. Moi, c'est le métier que j'ai toujours rêvé de faire. Alors, je dis pas que je vais retourner en Afghanistan demain ou après-demain, hein, mais oui, Béatrice, ferme tes oreilles. J'ai envie de faire ce métier plus que jamais, ouais. Merci. C'était donc la conférence, la première conférence de presse d'Hervé et de Stéphane en direct de Villa Coublé devant les amis, devant le comité de soutien et toujours le même humour de nos deux collègues. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont restés incroyablement journalistes, c'est-à-dire dans leur façon de vivre aujourd'hui, d'analyser ce qui leur est arrivé. C'est étonnant. À bientôt. C'est ce qui est d'attenir de rester journaliste. C'est ce qui est d'attenir de rester journaliste, parce que même en détention, on observe les choses et il y a quelque chose de passionnant là derrière, d'essayer de déterminer la personnalité des ravisseurs.